Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de son environnement de développement en tant que développeur. Pour moi c'est un sujet vraiment important parce que évoluer dans un environnement qui est confortable et qui donne envie de coder, quand on va passer des milliers d'heures de sa vie justement dans cet environnement, ça vaut vraiment le coup. Et on va parler ici de l'OS, du hardware, du text editor et du software. Donc c'est parti, tout de suite pour la première slide, donc le système d'exploitation, lequel choisir. Donc d'abord on a Windows, le premier système d'exploitation. Alors voici c'est pas un positif. Vous l'avez déjà, vous avez déjà un Windows sûrement. Pour la raison, vous voulez gamer, voilà, c'est un PC gaming. L'avantage c'est que développer sur Windows c'est plus très compliqué parce que vous avez accès à WSL qui est, ça veut dire Windows Sub System Linux. Et donc c'est un accès assez facile à Linux pour développer, lancer vos programmes et ça marche dans le même environnement. Donc ça c'est l'avantage de Windows, c'est qu'au final, il y a quand même une partie de Linux et vous savez déjà vous en servir. Par contre, il y a des petits problèmes avec Windows, c'est problème de confidentialité, n'est-ce pas, que vous savez avec Copilot, le fait de forcer à utiliser un compte Microsoft pour pouvoir se connecter sur la machine, pour lancer une session, pour installer une session, c'est possible de le bypass, mais voilà, c'est des hacks qu'il faut faire, c'est pas la chose de base. Donc, il y a tout ça, quoi. Il y a quelques problématiques à ce niveau-là. La seconde, c'est que il y a peu de personnalisation, bizarrement. En fait, tout ce qui touche au Windows Manager, donc à la manière comment les fenêtres se placent partout sur l'ordinateur, c'est très dur d'y toucher parce que c'est le software propriétaire. Donc en fait le code est caché, c'est pas du code, c'est pas open source. Et donc déjà, même s'il y a des gens qui font des hacks par-dessus en mode partie tiers pour modifier des choses, à la moindre mise à jour ça peut péter, qu'il n'y a rien de sûr. Et c'est pour ça que vous voyez pas tant de personnalisation de Windows, à part vraiment les fans hardcore. Parce que si vous êtes vraiment un fan hardcore de personnalisation, vous allez sur Linux, que vous n'avez pas ces problèmes-là. Deuxième point. Et troisième point, c'est juste lent, parce que c'est bloated. Il y a une tonne de logiciels. Si vous l'installez de base, vous avez une tonne de trucs dessus qui ne servent à rien. Même, moi c'est ce que j'ai fait perso, après avoir passé un déblot, c'est toujours plus lent qu'un Linux. Parce qu'il y a toujours en fait, vous utilisez le code de Windows, de l'OS, et je pense que ce code est juste moins performant que le code Linux. Donc c'est juste lent, et vous le sentez au niveau de, quand vous manipulez des fenêtres, quand vous faites des alt-tab, quand vous changez de fenêtre, etc. Vous sentez un délai qu'il y a sur Windows par rapport à Linux. Alors c'est pas massif, parce que si tout le monde utilise Windows, ça fonctionne, mais vous le sentez comme, c'est moins fluide. Les avantages, les inconvénients de Windows. Ensuite, on a macOS. Alors personnellement, je l'ai jamais utilisé, et pour moi, la manière dont je vois macOS, c'est que c'est un peu un Linux, mais qui est tout prépackagé et qui fonctionne bien. Et en plus, c'est sur des bonnes machines en général, parce que un Mac, le processeur, je crois que le hardware, en tout cas l'OS est adapté au hardware. Ils sont un peu en symbiose, donc c'est performant à ce niveau-là. Et vous avez un environnement, donc une base Linux, ça c'est vraiment cool, parce que pour développer, quand vous allez déployer en production des applications, ça va être sur des serveurs Linux, donc vous avez ça match à ce niveau-là. Vous avez accès à tous les outils Linux. Par contre, il faut payer parce que vous êtes dans l'environnement Apple. Vu que tout est lié entre Apple, vous êtes dans leur écosystème, quitter macOS, c'est compliqué. Mais je connais beaucoup de personnes, et surtout aux US, il y a beaucoup de développeurs qui ont toujours utilisé un Mac et qui s'en sortent très bien. Et en fait, étonnamment, vu que c'est une base Unix, c'est vachement personnalisable. Il y a moyen de vraiment faire des choses assez incroyables avec macOS. Tout ça, c'est grâce à la base Unix. Donc voilà, macOS. Mais personnellement, j'ai jamais touché à un Mac, j'ai jamais utilisé un Mac de Mac. Et ensuite, le dernier, c'est Linux. Alors déjà, le plus gros avantage de Linux, c'est que pour tout ce qui est déploiement, gestion de serveurs, etc., c'est tout sur Linux. Donc quand vous développez sur Linux en tant que développeur web, je parle pas pour les développeurs de jeux vidéo, mais pour de l'embarquer, du web, etc., c'est natif. C'est-à-dire que le résultat à la finale, l'environnement final, ça va être le même que l'environnement de développement. Ensuite, le deuxième gros aspect positif de Linux, c'est le contrôle total sur la machine. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tout est open source, donc vous savez ce que vous installez, et ça en dit long juste la diversité du nombre d'OS qui sont disponibles, entre Ubuntu, Debian, Fedora, qui sont un peu plus grand public, on va dire, et puis Arch Linux, Gentoo, Nix. Donc il y a vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez installer le Windows Manager que vous voulez, personnaliser esthétiquement les effets de son, etc. comme vous voulez, tout est customisable et le contrôle il est total. Et ça, et vous connaissez également, vous pouvez lire chaque ligne de code qui run sur votre PC. Par contre, ses défauts c'est que c'est chronophage à apprendre, dans le sens où il faut apprendre beaucoup de choses par rapport à Windows, surtout quand vous commencez, parce que les manières de faire sont différentes, notamment par exemple au début, l'aspect peut-être le plus choquant, c'est l'utilisation un peu massive
un terminal et pour installer des applications, bah ça passe par le terminal, hein, le fameux sudo apt-get install. Ça prend du temps. C'est du temps que des gens n'ont pas forcément à consacrer. Également, bah c'est possible de tomber sur des bugs assez frustrants. Moi, par exemple, je voulais donner un exemple, c'est que j'ai essayé de passer sur Linux pendant un moment et donc j'avais installé Omarchy, c'est Arch Linux concrètement, c'est la distro de DHHH. Ouais, je sais pas trop comment on le prononce. Voilà, j'avais installé Dofus. Ça s'est bien installé parce qu'il y avait un installeur pour Linux justement. Je l'installe, tout va bien, je fais le 100% et puis j'essaie de lancer le truc et bah ça crache. Et le problème c'est que ça crache et je fais mes recherches sur Google pour voir pourquoi ça crache et Google IA, aucun moyen de trouver une réponse correcte et donc bah ça marchait pas quoi, j'ai juste abandonné. Même en réinstallant, rien ne marchait. Et ça c'est un exemple de bug qui peuvent être vachement frustrants parce que vous voulez installer des choses, bah ça marche pas ou enfin vous comprenez pas pour que ça marche. Et sûrement j'aurais pu le résoudre si j'étais un expert de Linux, voilà, si j'avais vraiment passé des heures et des heures à comprendre l'OS. Mais est-ce que c'est vraiment du temps? Enfin, c'est plus rapide pour moi de réinstaller Windows. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au final. Hein. C'est que j'ai réinstallé Windows et puis j'ai installé Dofus et ça marche. C'est l'aspect chronophage et des bugs frustrants. Et le fait que ça run pas tout. Donc, par exemple, une des plus grosses barrières, surtout avant, moi c'est moins le cas parce que la plupart des applications maintenant se sont webisées, qu'on peut les utiliser dans un navigateur. Mais par exemple, After Effects, bon bah c'est pas possible, il faut passer par Wine et il y a des configs, ce genre de choses. Enfin, c'est beaucoup d'emmerdes en fait pour faire tourner des trucs qui tournent très bien sur Windows. Ça c'est le plus gros problème de Linux. C'est du temps quoi. Il faut juste investir beaucoup de temps. Par contre bon, ça permet de devenir un power user quoi. Ça permet d'utiliser la machine exactement comme vous voulez, mais c'est un coût et c'est un coût que pas forcément tout le monde, enfin pas grand monde en fait n'a envie de payer quoi, à ce niveau-là. Mais par contre, j'ai l'impression que la trend un peu à venir, ça c'est en train de changer à ce niveau-là parce qu'il y a SteamOS avec Proton, je crois, que le gaming devient de plus en plus accessible. Vu que la plupart des applications maintenant se transfèrent plus sur navigateur, bah en vrai, tant que vous pouvez ouvrir un navigateur, vous avez accès à quasiment tout. Honnêtement, je pense que maintenant, il y a certains jeux qui tournent pas, donc pour le gaming, je recommande pas encore. Mais si votre utilisation c'est principalement juste navigateur et faire de la bureautique, Linux se prête très bien. Il y a même des distros qui sont très stables. Enfin, il y a aucun souci, vous l'installez et tout fonctionne nickel. Par contre, ouais, il faut rechercher. Même la distro qui fonctionne bien, faut la rechercher. Donc voilà. C'est pas donné, c'est pas vendu en magasin quoi. Il faut commencer par un minimum de recherche. Personnellement, moi mon setup c'est du Windows plus WSL, que ce soit personnellement chez moi ou au boulot. Alors au boulot, bah c'est pas par choix, pour des raisons de sécurité. La plupart des grosses boîtes, en fait, elles ont une tonne de logiciels pour pouvoir verrouiller l'ordinateur en distance si ça se fait voler, pour encrypter les données, ce genre de choses. Et bah c'est basé sur le Windows parce que c'est des logiciels qui doivent s'appliquer à tous les employés de la boîte. Alors j'ai quand même la chance de pouvoir avoir WSL. C'était pas le cas à mon précédent boulot quand je bossais à la banque. On n'avait même pas accès à WSL, c'était pas possible de l'installer. J'avais des droits admin, mais vous savez, ce genre de semi-droit admin quoi. Au final, en fait, je suis dans un environnement Linux, mais je suis obligé de booter un Windows pour pouvoir y accéder quoi. C'est un peu la situation actuelle. Et après, bah de manière perso, Windows c'est juste pour installer des jeux pour pouvoir jouer dessus, même si en fait je joue quasiment pas. Donc je pourrais passer sur un Linux, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire. Mais j'ai envie de faire ça bien et plus graduellement parce que bah j'ai pas envie de me retrouver bloqué pendant des heures alors que je dois faire quelque chose. Et là, l'OS que je cherche un peu, certains vont identifier ça, c'est NixOS. Et c'est le côté qui m'intéresse pas mal à ce niveau-là, c'est avoir un script déclaratif pour pouvoir installer mon OS. Donc je peux rajouter tous les trucs dedans et je lance une fois le script et j'ai jamais besoin de le modifier ou quoi que ce soit. Je peux juste récupérer une nouvelle machine, j'installe NixOS, je lance le script et mon PC, bah il est installé avec toutes mes configs. Et c'est un des problèmes que j'avais avec Linux, c'est que bah quand on change de distro à chaque fois, il faut tout reconfigurer à la main et ça prend un temps fou. Et moi j'ai juste envie de config une fois mon truc et que ça marche pour toujours. Donc ouais, NixOS me fait beaucoup envie, surtout avec un peu la mouvance avec Windows, tout le bloatware, etc. Ça me donne pas envie. Ensuite, deuxième étape, l'éditeur de texte. Alors, on a les éditeurs classiques. VS Code, Z qui arrive de plus en plus. Alors c'est moins connu sûrement pour les utilisateurs Windows, mais c'est utilisé, ça se veut. C'est un VS Code qui se veut rapide. J'imagine qu'il y a d'autres fonctionnalités, mais je connais pas vraiment. Sublime, t'es arrivé un peu à VS Code, c'est un peu en ancien. Moi je l'utilise personnellement pour ouvrir les gros fichiers, parce que c'est ultra performant pour ouvrir des... Mais quand je parle de gros fichiers, c'est qui font plusieurs dizaines de milliers de lignes, centaines de lignes, quoi, centaines de milliers. Ils gèrent ça extrêmement bien. Et pour prendre quelques notes, et NeoVim, donc basé dans le terminal. L'avantage des éditeurs de texte, c'est que ils se veulent, en tout cas par défaut, légers et minimalistes. Le but c'est vraiment d'éditer du texte, hein, c'est la fonction première, c'est d'écrire des choses. Alors ils viennent avec des supports, il y a de l'autocomplétion qui est proposée, surtout pour VS Code nativement. Il y a le highlighting des couleurs, un arbre de navigation. Donc c'est présent
pour la plupart par défaut, mais c'est plus optionnel et c'est possible de facilement en fait les virer pour n'avoir que l'éditeur de texte. Et ça, c'est contraire à la philosophie des IDE, donc comme Visual Studio ou WebStorm, où en fait eux, ils se veulent un peu tableau de bord. En fait, ils arrivent avec toutes les fonctionnalités, tout en un, et c'est vraiment, vous téléchargez l'outil, vous l'installez, vous le lancez, et ça fonctionne, vous pouvez le coder directement. Donc c'est le cas pour Visual Studio et WebStorm, enfin tous les logiciels IntelliJ, et ils arrivent avec tous les outils, notamment le debugger, qui est qui est jamais inclus en fait dans des éditeurs de texte. Alors bon, honnêtement maintenant la frontière elle est assez floue entre éditeur de texte et IDE, parce que par exemple si on prend VS Code ou NeoVim, bah vous pouvez intégrer tellement de plugins qui sont assez customisables, tellement de plugins dans ces deux logiciels que ça peut devenir un IDE complet, et c'est pour ça que pour moi la frontière est floue. En vrai la vraie distinction c'est, est-ce que vous voulez avoir quelque chose où tout est déjà préconfiguré pour vous, donc un IDE type IntelliJ, ou alors vous voulez le construire vous-même pour que ce soit un peu à votre sauce, donc un peu un IDE en kit, un peu DIY, comme VS Code ou NeoVim. Le gros choix entre les deux. Et moi personnellement, mon choix c'est NeoVim plus VS Code. Alors j'étais sur VS Code et je transitionne sur NeoVim. Maintenant je dirais que je suis à 95% sur NeoVim, au boulot en tout cas. Et ça fonctionne très bien. Moi j'aime bien le côté un peu léger, minimal. J'ouvre mon texte et je vois le code en gros. J'ai un workflow sur terminal. J'ouvre les textes, puis je navigue un peu avec du fuzzy finding, etc. Mais j'utilise très peu en fait l'arbre de navigation. Je l'utilise juste de temps en temps. Donc ouais, NeoVim c'est très bien adapté pour moi. J'aime bien. Je suis assez minimaliste moi dans mon workflow, dans mon environnement. Sinon j'ai tendance un peu à m'éparpiller de partout et ça me plaît pas. Pour moi en tout cas le point le plus important pour un éditeur de texte, c'est qu'il contient les Vim bindings, et honnêtement tous les éditeurs les contiennent, que ce soit IntelliJ, VS Code ou NeoVim, on peut tous intégrer des Vim bindings dedans. Et c'est plus important pour moi parce que si vous apprenez les Vim bindings, ça devient tellement plus agréable de naviguer dans votre code. Ça juste rien à voir. Donc moi j'utilise toujours les Vim bindings peu importe où je suis. Et après l'environnement, le logiciel lui-même, c'est à votre préférence honnêtement. Il y a rien de mal à utiliser n'importe quel logiciel. Bon, si vous l'utilisez Atom ou Sublime, vous êtes un peu bizarre. Pour moi VS Code ça suffit très bien. Ou peut-être Z. Bon, j'ai jamais utilisé Z. Ou alors Cursor ou ce genre de nouveaux, des forks de VS Code concrètement. Parce que c'est un peu la norme. Après voilà, c'est Microsoft VS Code, donc il y a aussi cette raison de pas vouloir l'utiliser, mais ne pas vouloir intégrer un NeoVim parce que il y a quand même une sacrée barrière d'entrée pour commencer à opérer dans cet éditeur de texte. À noter que il y a certains langages, pour moi les deux notables, c'est vraiment Java et .NET, se prêtent assez mal pour des éditeurs de texte. Vaut mieux télécharger l'IDE qui est associé. Moi je me rappelle mes années fac, c'était Eclipse pour coder en Java. Bon maintenant il y a IntelliJ fonctionne mieux. Pareil pour C#, Visual Studio est fait pour C#. Donc c'est possible de le faire en éditeur de texte, hein. J'ai vu des workflows qui fonctionnent bien, hein, que ce soit NeoVim ou VS Code, mais c'est pas recommandé. Il y aura beaucoup de choses à faire en plus pour vraiment profiter de l'expérience complète du langage, alors que des langages tels que Go, C++ ou juste JavaScript, le web, ils se prêtent vachement bien à des éditeurs de texte parce qu'ils sont assez minimalistes au niveau des projets, en tout cas. Souvent il y a juste un script à lancer, ça lance le truc. C'est aussi le cas en C# en soi, et en Java, mais pas vraiment en fait. vous le verrez quand vous travaillez dans ce genre de projet. Ensuite, étape numéro 3, les outils pour Windows, donc du software si on parle. Donc déjà, le premier c'est Windows Terminal. Si vous utilisez le CMD de base, je sais pas pourquoi vous l'utilisez maintenant, que ce soit Windows 10, 11 ou avant, Windows Terminal est téléchargeable et utilisable partout. Il arrive par défaut sur Windows 11, donc autant l'utiliser, et franchement c'est agréable quoi. Vous pouvez le customiser, changer le fond d'écran, changer à quoi ça ressemble, il est assez rapide, moi j'apprécie travailler avec, vraiment ça marche très bien. Il a rien à envier honnêtement des terminaux sur Linux. Alors c'est peut-être parce que je connais pas très bien les terminals sur Linux, certes, mais bon. Ensuite, File Pilot. Alors, depuis que j'ai découvert ça, j'ai mis à la poubelle File Explorer, et il n'y a aucune raison d'utiliser File Explorer par rapport à File Pilot. C'est juste plus rapide, le fuzzy finding marche extrêmement bien, il y a plein d'outils ultra confort, et on peut tout faire au raccourci clavier. Pour moi, c'est vraiment un must. Alors, je manipule pas si souvent que ça des fichiers à l'intérieur de File Pilot, parce que je travaille dans WSL, et donc je manage pas mal mes fichiers via des commandes terminales. Mais quand je suis sur Windows, c'est un plaisir d'utiliser File Pilot. Et il n'y a pas ces crashs débiles. Tu sais, vous faites un clic droit sur une mauvaise option, et puis hop, Explorateur a cessé de fonctionner. Non, ça n'existe pas dans File Pilot. C'est juste bien. Et je vous recommande d'ailleurs d'aller voir la
la conférence, il y a un mec, il a donné une conférence, il a donné un petit speech, il parle de FilePilot et c'est super intéressant et ouais, c'est game changer pour moi d'utiliser ça. Je suis déçu de pas pouvoir l'utiliser plus souvent dans mon travail. Ensuite, le navigateur, bien sûr, pour un développeur web, c'est forcé. Alors Chrome est techniquement mieux, mais j'ai jamais senti de différence entre les deux. Et honnêtement, j'installe par défaut tous les navigateurs sur lesquels je dois tester. Donc j'ai Chrome, Edge et Firefox à chaque fois. Ça c'est parce que je suis sur Windows, donc par défaut il y a Edge, puis j'installe Firefox. Mais ouais, il y a pas de différence. Donc par défaut, j'utilise Firefox la plupart du temps en perso. Au boulot, j'utilise de Chrome parce que j'ai pas besoin de pas voir les pubs ou ce genre de choses. Juste le truc natif fonctionne très bien quoi. Ensuite, étape numéro 4, les outils IRL. Donc bon, quand je parle de ça, c'est le hardware, donc souris, clavier, écran. Donc le clavier. Alors même avec l'avènement de l'IA, on va utiliser constamment le clavier. Alors bon, je sais, pour ceux qui sont vraiment en mode vibe coding maxing, vous faites tout à l'oral, quoi. Hein, vous dictez vos prompts, certes, mais quand même, vous utilisez bien le clavier de temps en temps pour faire quelques modifications dans le code de l'IA, ce genre de choses quand même. Donc rien que pour ça, vous utilisez quand même le clavier. Et du coup, pour moi, c'est important, surtout moi qui j'ai un workflow qui est basé sur le clavier, j'essaie d'utiliser le plus possible pour naviguer dans mon OS et sur mon PC. Et donc avoir un clavier qui est confortable et qui donne envie de coder, qui donne envie de l'utiliser, c'est super important. Et d'ailleurs, j'apprends en ce moment à le touch typing, parce que bon, je touch type plus ou moins, mais en vrai, je suis pas aussi efficient que j'aimerais être sur mon clavier. C'est un peu une problématique que j'essaie de résoudre depuis des années déjà, mais je suis la flemme. Mais du coup, ouais, j'ai acheté un clavier splitté, donc vous savez, c'est un clavier qui est juste séparé en deux, et du coup, c'est plus confortable parce que naturellement, vos mains, quand vous êtes sur un clavier, vous voulez séparer en deux, vous voulez être comme ça, dans le clavier. Du coup, j'ai un clavier splitté et j'apprends le touch tapping petit à petit en faisant des petites leçons là, faut typer, et c'est plus cool et ça permettra d'upgrader mon setup à l'avenir, de rendre l'utilisation de mon ordinateur encore plus agréable qu'avant. Et ouais, je vous recommande au moins d'acheter un clavier mécanique, quoi. Un clavier mécanique, ça coûte même pas si cher que ça, quoi. C'est franchement, pour 80 €, moi j'ai un Keychron, pour 80 balles, c'est un plaisir à utiliser, quoi. Ensuite, on a la souris. Alors pour moi, c'est beaucoup moins important que le clavier parce que dans mon workflow, dans mon travail, j'utilise pas tant que ça la souris, je suis à 95%, je suis la navigation avec le clavier. En fait, la souris, je l'utilise uniquement pour naviguer sur des sites internet, concrètement, mais même les tests, en fait, par exemple, quand je fais du testing, quand j'implémente une feature, ce que je vais faire, c'est je fais mon code, donc je suis dans mon terminal NeoVim, je fais mon truc, je fais Alt-Tab, je refresh, je vois ma modif, oui, non, ok, je re-Alt-Tab, hop, et je recontinue à coder. Donc, ça n'utilise pas la souris à ce moment-là. Donc, j'utilise vraiment juste pour naviguer. En général, ça va être pour regarder de la documentation, ce genre de choses. Et honnêtement, il y a Vimium, donc en perso, j'utilise ça, et ça me permet de même pas utiliser la souris sur le navigateur. Donc, ouais, plutôt cool et plutôt stylé à ce niveau-là. Moi, j'aime bien. Donc, c'est moins important d'acheter une bonne souris. J'ai pas besoin d'une souris Turbo Gamer pour faire du dev, ça sert à rien. Parce que j'utilise mon clavier la plupart du temps, donc j'utilise la souris de base de mon bureau, ou même le touchpad du clavier de l'ordi portable, ça me pose pas de problème. Si vous avez des problèmes de poignet et que vous êtes plus un utilisateur de souris que moi, une souris verticale, ça peut être un bon fixe à ce niveau-là. J'ai testé personnellement. C'est un peu bizarre à manipuler au début, mais une fois qu'on s'y fait, ça va. Mais quand même, quand vous êtes en position neutrale pour manipuler la souris, vous êtes moins précis sur vos clics. Peut-être je vous conseille de zoomer un peu votre écran, un peu partout, de passer en 125%, un truc comme ça sur l'écran. Ça peut aider. Voilà. Et ensuite, le dernier outil, l'écran en lui-même. C'est vrai que j'ai pas parlé du PC en lui-même, mais bon, pour le PC, vous avez juste besoin d'un processeur qui est suffisamment puissant. Puis après, tout fonctionne parce que coder, ça utilise pas tant la carte graphique que ça pour du dev web. Bon, si vous êtes dans les jeux vidéo, bon, c'est différent. C'est pas pour vous. Moi, c'est Angular, mon langage. Donc voilà, enfin, mon langage, mon framework, mon environnement de travail. Mais du coup, pour Angular, un seul écran me suffit largement. Surtout que j'ai un workflow avec mon clavier. Parce que du coup, en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est faire un Alt-Tab avec mes doigts qui sont déjà prêts. C'est plus rapide que tourner la tête à un autre écran et ça demande pas d'effort, ça met pas de tension sur le coup. Je passe pas des heures à ma tête tourner comme ça pour voir l'autre écran. Et ouais, c'est juste plus agréable. Donc ouais, un seul écran. Et l'avantage aussi d'être habitué à travailler sur un seul écran, c'est que quand je suis en déplacement, j'ai juste le PC portable, donc j'ai qu'un seul écran et ça me va en fait. C'est comme si j'étais d'ailleurs c'est ce que je fais quand je suis au boulot, j'ai juste le PC portable avec mon clavier et ça me suffit largement. Donc c'est plutôt cool. Je sais qu'il y a pas mal de gens, la plupart des gens sont sur deux écrans.
au boulot. Et bon, j'étais sur 2 écrans pendant un long moment, donc ça marche très bien aussi. Voilà. Et au niveau de la qualité des écrans, bon, vous n'avez pas regardé de la 4K dessus. Je sais qu'il y a les super écrans longs comme ça. Moi, j'ai jamais testé personnellement, mais ça me donne pas spécialement envie. Moi, il me faut juste un Full HD. Juste un Full HD un peu grand. Je sais pas, c'est quoi l'écran? 17 pouces, un truc comme ça? 16, 17 pouces, 18 pouces? Je connais pas trop la taille, mais la taille standard qu'on a d'un écran. Moi, ça me suffit largement. Parce que si c'est trop grand, bah, j'aurais tendance à zoomer et mon but principal, c'est de ne pas tourner la tête, en fait. C'est de toujours garder la tête au même endroit, comme ça je garde mon focus et je garde mon flow quand je bosse. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi. Moi, je suis assez intéressé pour savoir si vous avez pensé déjà un environnement de dev et à quoi ça ressemble. Donc, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Justement, c'est tout.